Samedi 30 novembre 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'écrivain Sylvain Prudhomme, dont les romans et reportages ont souvent pour cadre l'Afrique où il a vécu et travaillé. Il était venu y présenter son nouveau roman, Par les routes, publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Arbalète. Bonne écoute. What is Donc merci d'être si nombreux pour parler avec Sylvain Prudhomme de son livre Par les routes, publié à l'Arbalète, donc une des maisons de Gallimard. Roman qui a eu un prix, un des prix les plus prestigieux de l'automne, le prix féminin. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour vous Est-ce que c'est un livre qui était destiné à avoir un prix ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dans celui-là ? Ah, ça, je sais. C'était un livre écrit pour ça. Non, non, pas du tout. Non, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas du tout, absolument pas prévoir ni décider. Enfin voilà, donc j'en étais très heureux, évidemment. C'était une fête d'apprendre cette nouvelle et ça donne quand même de l'énergie, de l'élan, même de la confiance. Enfin, je pense de la liberté pour oser ensuite. Non, voilà. Donc c'était une grande fête, voilà, c'est vrai. Mais de l'énergie, de l'élan, le livre n'en manque pas, puisqu'il s'appelle Par les routes, donc, et qu'il s'agit de quelqu'un. On va le résumer très très brièvement, au moins le départ. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas lu, alors on essaiera de ne pas trop vous gâcher les surprises qu'il peut y avoir, même si l'essentiel n'est pas dans la surprise dans ce livre, puisque finalement on s'aperçoit que tout est un peu annoncé, tout s'annonce dès le départ. Mais moi j'ai trouvé que tout s'annonçait dès le départ et que des questions qui s'ouvraient au départ n'étaient pas forcément résolues à la fin, et qu'on avait fait par contre, nous, lecteurs, avec beaucoup de plaisir, notre chemin dans ce questionnement-là. Donc il s'agit d'un écrivain, il faut m'arrêter quand je dis des bêtises, ça m'arrive. Il s'agit d'un écrivain qui fuit Paris, en tout cas qui s'en va de Paris, peut-être que fuir est un peu trop fort, et qui décide d'aller s'installer, j'allais dire après mûre réflexion, mais pas tant que ça finalement. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'impulsion qui va l'amener à s'installer dans une petite ville de province au sud de la France, qui n'est pas sans rappeler, alors je dis ça complètement au hasard, qui n'est pas sans rappeler Arles, qui était le cadre du roman précédent, Légende. Et qui vit donc là, à ce moment-là, dans une espèce d'entre-deux. Les circonstances de sa vie s'enchaînent, prennent finalement ce qu'il pensait être une retraite pour se remettre à écrire. En fait, va marquer le signe d'une formidable impulsion qui est donnée à sa vie, puisque, à peine arrivé, quelques jours après, il tombe sur un ami qu'il a perdu de vue depuis une vingtaine d'années. Un ami qui lui était très très cher, et à qui il était très très cher également. Il y avait un lien très étroit. Et puis il y a eu une rupture qui est mentionnée dès le départ. Et cette rupture dont on ne saura finalement jamais exactement ce qui l'a motivé. Le narrateur, l'auteur, donc, qui s'appelle Sacha, lui a demandé de sortir de sa vie. Et ce que l'autre a fait, ils ne se sont plus vus pendant 20 ans. Et assez rapidement, pour autant, les relations vont reprendre entre Sacha et son ami, qui s'appellera tout le long du livre l'autostoppeur. Bon, ça c'est un petit résumé. C'est le moment de l'hésitation. Le roman commence à un moment d'hésitation, c'est-à-dire on part pour reconstruire quelque chose, et en même temps c'est un écrivain, mais qui n'est pas tellement ferme dans sa décision d'écrire, en tout cas pas dans sa conviction, qui s'essaie aux arts plastiques, qui est peut-être en train de bifurquer, sans le savoir finalement, et peut-être déjà lui, à un croisement de sa vie, avant même que s'enclenchent ces circonstances. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est le point de départ, l'hésitation de ce roman, ou est-ce que ça peut être un des points de départ ? C'est vrai, non, c'est exactement ça. Merci de ce résumé. C'est disons que c'est un personnage qui prend au début du livre une résolution. Il semble déterminé quand même, et disons que l'impulsion dont vous parliez, effectivement, c'est une envie un peu de se recentrer, de se ramasser. C'est un personnage qui est un peu lassé de se sentir dispersé, éparpillé. Disons que par rapport au tourbillon de la vie contemporaine, à quelque chose que peut-être, enfin que moi en tout cas il m'arrive de ressentir très souvent, qui est d'être sans cesse dans un temps qui est dispersé comme ça, qui est éparpillé, où chaque chose qu'on commence, elle est coupée par une autre, et
c'est un personnage qui essaie au début, il se jure de se reconcentrer, de vaincre cette dispersion. Et donc il change de ville, il fait un peu comme table rase de sa vie passée, et lui, il veut se rapprocher de l'essentiel, essayer d'être à nouveau au plus près de lui-même, qui est l'écriture. Et comme vous le disiez, pas de bol, à peine arrivé, il va retomber sur son grand ami d'autrefois. Donc ça, tout de suite, la résolution qui commençait qui venait d'être prise va être sapée par cette... il va être tout sauf seul là-bas dans cette ville. Voilà. Il va être tout sauf seul puisqu'il va rencontrer assez rapidement l'autostoppeur celui qu'il appelait l'autostoppeur, puisqu'ils avaient depuis leur jeune âge, ce compagnonnage qu'ils avaient eu, ils avaient l'habitude déjà de se déplacer ensemble, mais c'était surtout l'autostoppeur qui était moteur à ce moment-là dans leur jeunesse, qui l'embringuait dans des voyages assez lointains, dans d'autres pays, et assez frustres, des voyages un peu compliqués parfois. Et contre toute attente, il a finalement trouvé, il semble s'être établi, cet homme-là, avec une jolie maison, avec une femme dont il est visiblement très amoureux, qui est très amoureuse de lui. Ils ont même un enfant. Et donc, le gars a l'air de s'être un peu posé quelque part. Oui. Mais... Oui, exactement. Ouais, voilà. Mais, comme vous dites, il découvre qu'en fait, celui qu'il appelle l'autostoppeur continue et rester quand même assez fidèle à lui-même, à ce qui le caractérisait déjà quand ils avaient 20 ans de moins. C'était, comme vous le disiez, voilà, l'aventurier, quoi. C'est pour ça qu'il s'appelle simplement l'autostoppeur dans le livre. C'est parce que pour Sacha, pour celui qui raconte l'histoire, c'était toujours celui qui partait au loin, celui qui avait plus de liberté. Et je veux pas trop, je dis pas trop dans le livre, je donne pas le fin mot effectivement de ce qui les a fait rompre, ce qui a fait que, mais parce que je préfère que ça reste ouvert, que chacun se projette un peu ce qu'il veut. Il y a des gens qui se sont dit, ça m'est arrivé qu'on me dise, mais c'est une histoire d'amour en fait entre les deux, et donc je sais pas, on peut imaginer ça, mais moi ce que je voulais surtout, c'était qu'on sente quelque chose qui existe dans des amitiés un peu passionnelles qui sont faites à la fois de fascination, d'admiration et par moments de ras-le-bol, quoi. Enfin, l'autostoppeur, c'est vraiment cette figure, on en a toujours autour de nous, cet ami dont la liberté nous impressionne, nous tire en avant, nous bouscule sans cesse, nous fait vivre aussi des choses qu'on n'aurait peut-être pas vécues, mais parfois nous fatigue aussi, nous use. À un moment, je le disais plus explicitement. Après, j'ai enlevé ça parce que je voulais pas trop abîmer le personnage, mais je disais que c'était un fatigueur. Il y a des gens comme ça qui sont des on est nous aussi des fois on est toujours le fatigueur de quelqu'un d'autre peut-être, voilà, mais en tout cas c'est Sacha, on sent qu'il en a eu assez à un moment de ça, d'être toujours en deçà et là 20 ans ont passé, effectivement il y a beaucoup de choses nouvelles dans leur rapport à tous les deux. On se rend compte que l'autostoppeur quand même a lu finalement tous les livres que Sacha avait fait de son côté, donc le rapport est beaucoup plus équilibré qu'autrefois. Finalement, Sacha, avec son immobilité, en étant moins sur les routes que l'autostoppeur, il a construit des choses et de l'autre côté, l'autostoppeur, il est amoureux de Marie, il a un fils qui s'appelle Agustin, et toutes les cartes sont un peu rebattues. Et c'est dans cette nouvelle situation que le livre commence avec. D'autant qu'il y avait, au temps de la jeunesse, il y avait un certain... peut-être pas mépris, mais une certaine condescendance de la part de l'autostoppeur pour Sacha, qui était tout le temps dans ses bouquins, et l'autostoppeur se sentait un peu, si je me souviens bien, se sentait de l'aiguillonner, de lui dire « mais sors de tes bouquins, viens vivre, viens sur les routes ». Et quand un livre s'appelle « Par les routes », on peut pas ne pas penser sur la route au livre de Kerouac. Et l'autostoppeur fait un peu penser à une espèce, dans son énergie, quand vous parlez de fatigueur, c'est vrai que c'est très juste. Le mot n'est pas cité dans le livre, mais maintenant il résonne pleinement. Il fait un peu penser à Kerouac, à cette énergie qui lui était un vrai emmerdeur, quoi, qui prenait des drogues extrêmement stimulantes, tout ça, qui vivait à fond. Mais là, c'est celui qui est resté qui a écrit, c'est pas celui qui est parti. Et oui, il y a un côté beatnik chez l'autostoppeur. Oui, non, c'est vrai, sans doute. Hein, il a et par rapport à Kerouac, j'ai découvert c'est quelque chose que les gens qui connaissent bien la Beat Generation savent très bien, mais
Mais il y en avait un, enfin celui dont il parle tout le temps, celui qui est le personnage principal sur la route, en fait. Neil Cassady, il y en avait un qui était quand même celui qui vivait plus que Kerouac. Kerouac, il était aussi toujours en deçà un peu de Neil Cassady et il raconte beaucoup, en fait. Il admirait celui qui était capable d'être encore plus dans la vie que lui et il en était le greffier un peu, enfin. Et il y a toujours cet aller-retour entre la vie et l'écriture, enfin. C'est compliqué d'être dans les deux à la fois. Enfin, en tout cas, les moments pour écrire, disons que ils sont nourris de tout ce qui a été vécu, mais il faut un moment suspendre le tourbillon, pour pouvoir construire, pour pouvoir écrire. Donc là, c'est vrai que les deux sont assez complémentaires en fait. Il y a un va-et-vient sans cesse entre les deux personnages. Oui. Et pour autant, il ne me semble pas que Kerouac soit ne serait-ce qu'évoqué dans le livre. Par contre, bizarrement, c'est Leonard Cohen qui va arriver à la fin et dont on s'aperçoit que quelque part, il est un des pivots du livre. C'est avec la très belle chanson. Donc il y a cette... bon, ça on peut le dire, je pense, sans rien trahir. Il y a pardon, la chanson Famous Blue Raincoat. Ouais, donc c'est une histoire d'amitié. La chanson Famous Blue Raincoat, c'est une histoire d'amitié. Et quand vous la citez, c'est à la fin, c'est prodigué. Vous l'aviez, on l'attendait pas. Enfin, moi, je ne l'attendais pas, même si je me suis aperçu qu'effectivement, il portait un caban bleu. Mais vous l'aviez déjà en tête quand la chanson était préexistante. Enfin, elle était préexistante au bouquin, mais est-ce que vous saviez dès le départ qu'elle allait intervenir ? Oui, enfin, je savais pas si j'allais la. Non, je savais que j'allais la citer parce qu'en fait, elle a vraiment accompagné toute l'écriture du livre. Elle était, dans sa structure même, la chanson, elle m'a aidé à trouver la structure du livre. J'avais envie d'un livre qui ressemble à cette chanson. C'est une chanson très calme, vraiment très calme, très, très apaisée. Et elle est en forme de lettre, cette chanson. Je raconte parce que je ne pense pas que tout le monde l'ait quand même présente à l'esprit par cœur et tout. Donc, c'est une chanson dans laquelle Leonard Cohen écrit une lettre à 4h du matin, comme ça. Il dit New York is cold. Voilà, toute la ville est calme autour. Et il pense à cet ancien ami. Et il repense à une nuit où cet ami, donc l'ami avec son manteau bleu, a failli partir avec Jane, qui était sa compagne à lui, Leonard Cohen. Donc elle est revenue, Jane, ce soir-là, est revenue avec une mèche de cheveux de cet ami en disant voilà, on a failli partir, mais je suis là. Et donc il lui écrit longtemps après, il prend de ses nouvelles, il demande où il est, il lui dit que cet ami lui manque, et qui bien sûr il lui pardonne, et qu'il se demande il se demande si un jour ils se reverront, et il lui dit si tu viens, sache qu'on est là, et il lui dit je suis heureux que tu te sois trouvé sur ma route. Et donc c'est une chanson comme ça très très belle, sans amertume, sans rien, et c'est signé L. Cohen à la fin. Il dit Sincerely L. Cohen. Donc c'est-à-dire qu'elle se donne comme autobiographique. Et ce qui est assez, en fait, moi, ce qui me troublait énormément, donc cette chanson, je l'adore depuis des années, et un ami m'a raconté qu'en fait, les biographes de Leonard Cohen, ils ont beau chercher, ils n'arrivent pas très bien à trouver trace de cette histoire d'amour entre Jane et un ami, et donc en fait, on ne sait pas bien. Certains disent que c'est une histoire vraie, d'autres disent que c'est peut-être en fait Cohen qui se parle à lui-même, qui parle à l'homme, au Leonard Cohen d'autrefois, dont Jane était encore plus amoureuse que de celui d'aujourd'hui, le Leonard Cohen qui était plus insolent, plus fougueux, qui avait une audace que lui n'a plus aujourd'hui. Et donc, il y a comme un jeu de dédoublement. Peut-être qu'il se parle à lui-même en fait du début à la fin. Et ça me bouleversait beaucoup. En fait, l'incertitude sur le sens de la chanson. Et je me suis dit, je veux faire un livre où, pareil, il y aura cette incertitude, de savoir qui c'est cet autostoppeur. Est-ce que petit à petit, on se pose cette question-là, de savoir si c'est bien quelqu'un d'autre, ou si c'est, on a tous en nous un autostoppeur. Enfin, on a tous en nous cette part-là, quoi, voilà, l'autostoppeur. Et c'est vraiment, c'est un personnage qui est là pour incarner le rêve de la disponibilité à l'instant, à ce qui passe. Il incarne le rêve d'une liberté. C'est le stop. On s'en fiche un peu du stop. On s'en fiche pas totalement. Dans le livre, j'essaie de parler quand même vraiment de tout ce que ça met en jeu, l'autostop.
Et je veux dire, c'est quand même surtout aussi au sens métaphorique, c'est-à-dire que faire du stop, ça veut dire d'accord, on verra ce que la route va mettre ce que la vie va mettre sur ma route, et c'est savoir monter, savoir prendre ce qui vient et savoir le vivre. Donc au sens beaucoup plus large que lever le pouce au bord d'une route, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça que voilà, ils sont très différents les deux personnages, Sacha et l'autostoppeur, et il y a cet enjeu-là un peu de savoir. Parce qu'on ne l'a pas dit clairement, mais au moment où on commence le roman, au moment où Sacha et l'autostoppeur se retrouvent, en fait, on s'aperçoit que l'autostoppeur, malgré son foyer aimant, réussi, malgré sa belle maison, malgré son enfant, est toujours possédé possédé du démon, mais de ce démon-là en tout cas, c'est-à-dire que régulièrement, très régulièrement, il part de chez lui avec l'assentiment de Marie, sa compagne, un assentiment plutôt sincère, au moins au départ, quoi, il disparaît, parce qu'il part en stop sans savoir exactement où il va. Alors petit à petit, on s'aperçoit qu'il a quand même une stratégie par moment, mais il a des rapports assez conflictuels avec la stratégie, j'ai l'impression. Et il part, il refuse, c'est un roman, l'action est contemporaine, et pourtant cet homme refuse d'avoir un téléphone portable, à peu près contemporaine, et ne donne des nouvelles que de temps en temps à son fils et à sa compagne, que de temps en temps par téléphone, et ne peut pas être joint, et c'est toujours lui qui donne des nouvelles. Et il est cet errant-là, il est cette... Et du coup, on a aussi, alors j'avais parlé au départ de roman de l'hésitation, mais aussi on a un peu un roman du vide, en fait. Les figures du vide sont récurrentes. Il visite vraiment, encore une fois, on ne spoile pas, je pense, mais il visite vraiment toute la France. Il y a certains territoires qui lui sont restés jusque-là inconnus, un peu par hasard finalement. Mais sinon, il est dans une indétermination et il peut se retrouver. Donc il part de quelque part sur le sud du Rhône, et puis il se retrouve en Bretagne, dans le Jura, et il affronte cette fameuse diagonale du vide, cette partie de la France qui est un peu dépeuplée. Mais lui-même, en fait, et c'est une de mes scènes préférées dans le livre, en fait, on a tendance à faire de Sacha le personnage principal, puisque c'est lui qui parle. Mais en fait, on s'aperçoit, je disais c'était un moment de bascule pour Sacha de se retirer dans cette petite ville et de retrouver l'autostoppeur. Mais assez rapidement, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment fabuleuse où ils sont en train de manger, Sacha, l'autostoppeur, Marie et une amie qui est aussi une amante de Sacha. Et où l'autostoppeur, confronté à lui-même, dit je ne sais pas pourquoi je fais ça. Quoi. On a l'impression que lui aussi, qu'il ne le savait pas jusque-là. J'ai eu cette impression que c'était la présence de retrouver son ami. Voilà, c'était à ce moment-là, dans cette scène qui me plaît tant, que l'autostoppeur dit je ne sais pas. Et quand Sacha se retire en province et quand l'autostoppeur comprend ce vide qu'il y a en lui, le roman peut commencer quelque part. Oui, non, mais je réfléchis à cette idée du vide. Disons que moi, effectivement, j'avais envie qu'on n'ait pas de prise sur ce personnage. C'est que un des ressorts justement du roman et de son énigme, ce soit que c'est pour ça qu'il n'a pas de téléphone portable. Il faut pas que, sinon on pourrait le joindre, on pourrait savoir à tout moment où il est. Non, quand il est parti, il échappe complètement et on n'a pas de moyen de le joindre, on n'a pas de prise, et il y a des signaux qui arrivent comme ça de lui, et c'est tout ce qu'on sait de lui. On doit déchiffrer, on est face à effectivement quelque chose d'assez béant. Et ça m'a intéressé, je voulais absolument que ce soit celui qui est resté qui racontait. Voilà, on est avec ceux qui restent, on est avec Sacha, avec Marie, avec Agustin, leur fils, pas le fils de Marie et Sacha, mais le fils de Marie et de l'autostoppeur. Et lui qui est au loin, l'autostoppeur qui est parti, il est l'absent dont l'absence en fait envahit tout, parce qu'en fait c'est souvent, c'est ça qui m'intéresse moi dans ceux qui partent en voyage. Je trouve qu'on encore plus que d'avoir le récit de leur des fois c'est fatigant, un récit de voyage, enfin quand je sais pas, on regarde toutes les photos du retour de vacances et tout. En fait, c'est encore plus agréable de rêver à ce que ceux qui sont absents sont en train de vivre. C'est la modalité, je
je trouve, selon laquelle ils existent le plus fort, en fait, et selon laquelle ça nous paraît le plus désirable. C'est quand on ne sait pas où ils sont, on se dit ah, ils sont là-bas quelque part sur la carte. Donc je voulais qu'ils aient ce rapport-là. Et c'est vrai que l'autostoppeur, il a bien du mal à dire pourquoi il part, comme vous le disiez. Et en fait, le livre, il est vraiment là-dessus, sur la difficulté de répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on part ? Pourquoi est-ce qu'alors qu'il est heureux, amoureux, assez comblé quand même, un père aimant, pourquoi il met ça en danger et finalement, d'ailleurs, petit à petit, il use ça, il finit par le détruire parce que quelque chose l'appelle ailleurs. Qu'est-ce que c'est cette chose qui fait qu'on prend ce risque-là, alors qu'on a apparemment tout, quand on dit il y a tout pour être heureux, cette phrase un peu simple aussi, et ben pourquoi on veut plus parfois ? Qu'est-ce que c'est que la nuit, il a comme un rêve d'être à tous, d'être à la fois fidèle à ceux qui l'aiment, et en même temps de vouloir continuer de rencontrer des gens et tout. Donc c'est pas un personnage, ça c'est très important, c'est pas un personnage qui part parce qu'il en aurait ras-le-bol de sa vie ou parce qu'il serait plus amoureux. À ce moment-là, ce serait assez clair, ce serait facile, c'est un personnage qui doit rompre, qui doit... À ce moment-là, il n'y aurait pas de roman. Voilà, il n'y aurait pas de roman où ce serait un roman de la rupture et de la difficulté de rompre. C'est un sujet de roman, enfin, c'est tout sauf facile de partir, mais ce serait un autre sujet complètement, en fait. Ce serait comment retrouver sa liberté. Là, lui, il sait pas où elle est, sa liberté. Elle est là, à la fois elle est dans le fait de rester, et en même temps, il a l'impression qu'elle est ailleurs. Et donc, il est déchiré comme ça, il est tiraillé entre... Voilà, pour moi, il y avait deux écueils. C'était, je voulais pas qu'il ait l'air d'en avoir ras-le-bol de sa vie et de partir parce qu'il a besoin d'air. Ça, je voulais pas d'un personnage comme ça, parce que c'est assez c'est une raison négative de partir. Enfin, c'est une raison légitime, mais et je voulais pas non plus qu'il ait l'air d'un personnage complètement... d'un illuminé non plus complètement... Enfin, j'ai essayé de faire que malgré tout, à travers tout ce qu'il visite, toute la diagonale du vide, enfin tous les noms de lieux qu'il traverse, toutes les rencontres qu'il fait aussi, parce qu'il envoie des photos des gens qu'il rencontre, j'ai essayé de faire que quand même la proposition de vie, la vie qu'il essaie de vivre, elle nous paraisse aussi désirable. S'il part et qu'on se dit tout le temps mais c'est absurde de partir, ça n'a pas de sens, il devrait rester, à ce moment-là on ne peut pas du tout être avec lui. J'avais envie que quand même, à mesure que le livre avance, on se dise mais quand même, ce qu'il essaie de faire, c'est beau aussi. Il y a une forme de réenchantement du monde dans ses voyages, dans son... Donc voilà, c'était les deux... ouais. Parce qu'en fait, autant il peut paraître vide d'intention, c'est ça qui est bizarre, qui est très beau, et qui renforce encore une fois le parallèle entre Sacha et l'autostoppeur, jusqu'à ce qu'effectivement on puisse se demander... Bon, on sait qu'on n'a pas affaire à un roman fantastique ni à un roman de science-fiction, mais c'est vrai que c'est tentant de temps en temps de se dire, mais est-ce que ce sont vraiment deux personnages distincts pour plein de raisons ? Et Sacha, donc, quand il vient s'installer dans cette ville, qui est un écrivain, il se met à la peinture, mais en écrivant, c'est-à-dire qu'il essaie de peindre ce qu'il écrit ou de faire des arts plastiques, les mots, d'en faire l'objet d'une toile, etc. Et en même temps, on s'aperçoit que l'autostoppeur, lui, il a mis en place un dispositif. Il n'a pas je disais, il n'a pas d'intention, mais il a quand même... Comme un projet qui peut-être de ne pas en avoir, mais un projet qu'il met, puisqu'il note systématiquement, il a des actions systématiquement systématiques, dans toutes les rencontres qu'il fait, c'est la photo, le nom, l'adresse email, etc. Et quelque part, d'en donner une trace fragmentaire à chaud. Donc, il est quand même dans un projet. Il est dans... qui va durer jusqu'à la fin du livre. Mais un projet peut-être qui s'élabore. Je crois que c'est peut-être ça aussi qui vous a séduit dans cette idée, c'est que le projet s'élabore en s'élaborant quelque part. C'est au fur et à mesure. Ouais. Oui, disons que je pense que c'est un personnage qui a une peur maladive que les choses se perdent. Il veut garder, comme vous disiez, la trace de tout. Il veut tout. C'est une figure de ce qui en nous voudrait tout avoir, tout garder. Il a un peu la même maladie que quand
quand on n'arrive à rien jeter, enfin, qu'on on garde tout chez soi, ça, les choses s'accumulent. Collectionneur de livres. Peut-être. Voilà, collectionneur de livres aussi, ça. Mais c'est comme si il n'arrivait pas. En fait, chaque fois, c'est ça qui m'intéresse aussi dans le stop, c'est le fait qu'il fait des rencontres assez brèves, assez éphémères avec des gens, mais très intenses, parce que dans les voitures, en fait, quand on fait du stop, on se dit énormément de choses. On sait qu'on se reverra jamais, donc on peut se confier. Ça fait des instants de vérité, une qualité de discussion et de sincérité qui est très rarement atteinte dans la vie. Donc ça rapproche énormément. Et donc c'est vrai que quand on fait du stop, on a des fois, c'est un peu vertigineux. On se quitte et on se dit mais en fait on s'entendait bien là, on était pas mal. On pourrait rester amis. En fait, sans cesse, on se dit ça. Pas toujours, il y a des gens aussi, on sent que le courant passe moins, mais quand même, très souvent, ça rapproche énormément. Et donc, lui c'est comme si... Ça aussi, c'est une... On peut le prendre au sens plus large que le stop au sens strict. En fait, c'est dans la vie, on croise plein de gens comme ça, avec lesquels en fait, on se dit, mais en fait, on pourrait faire un bout de chemin ensemble, on pourrait vivre plein de choses. Et on ne peut pas dans la vie, parce que... on est appelé par d'autres choses. On n'a pas, c'est pas possible tout simplement d'être à tous tout le temps. Donc, mais lui, c'est comme s'il avait le rêve de ça. Il n'arrivait pas ça lui paraissait trop cruel de devoir dire adieu et adieu à tout jamais. On se reverra jamais en fait. Il a comme un remords en fait à aller solliciter des gens pour les abandonner aussitôt après. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là ou Oui, ou à entrevoir tout ce qu'il y a de possible. Et après, il y a des automobilistes avec lesquels il leur dit à votre avis, comment vous nous imagineriez là si on dans 3 jours, dans une semaine, là si on reste un peu ensemble, qu'est-ce qu'on ferait ensemble un peu et donc il y a des gens qui le mettent au défi et qui lui disent mais pourquoi simplement en parler comme ça viens ce week-end, allons à la pêche, je sais pas, allons ou vivons une histoire d'amour dans les cas où il y a quelque chose d'amoureux qui est en train de se tramer. Et lui il se tient un peu au seuil de ça. Il est dans le... Disons que c'est vraiment le vertige d'imaginer tout ce qui serait possible. Et oui, voilà, il tombe sur des gens qui vont plus loin que lui, qui lui disent pourquoi simplement être dans le conditionnel, dans ce qu'on pourrait faire, faisons. Mais voilà, c'est comme si c'était plein de fenêtres qui s'ouvrent sur des existences comme ça. C'est la sensation qu'on a vraiment très fort quand on fait du stop et qu'on rentre et qu'on a vu 10 personnes, 20 personnes. On a été dans 20 voitures et on revoit tous les visages des gens tellement différents les uns des autres, qui ont même des choix de vie, des options même politiques tellement différentes les uns des autres, et qui tous ont fait un geste comme ça très généreux de nous accueillir. On se dit c'est fou, ça fait quand même une grande famille, une famille un peu élargie quoi, à laquelle on pourrait aussi essayer d'être fidèle. Et donc ouais, voilà, autant Sacha, il est dans le ramassement, enfin autant Autostopper, il va presque s'évaporer petit à petit. Enfin, il s'écartèle tellement entre tout ça, entre tous les possibles, que c'est pas facile à tenir longtemps. Voilà. Pour autant, il y a clairement dans ce mode de transport qu'il a choisi, qui est l'autostop, il y a quelque chose et dans le fait de se déplacer sans cesse, c'est clair qu'il y a quelque chose de métaphorique. Pour autant, le côté pratique, prosaïque de ça vous a vachement intéressé aussi. Enfin, je veux dire, visiblement, ça vous intéresse, quoi. C'est très très bien décrit, quoi. Quand on est accepté dans la voiture de quelqu'un, en fait, on a immédiatement une intimité, mais tout à fait matérielle. On est assis très proches l'un de l'autre. On peut se toucher sans le faire exprès, etc., etc. Et ça vous a... C'est un endroit, le dedans, ce truc entre dedans, dehors, entre privé et public. Est-ce que c'est un endroit privé, la voiture? Est-ce que c'est un endroit public? C'est à la fois un endroit privé et un endroit public. Et ça vous... visiblement, il y a quelque chose là qui vous... Oui, parce que je trouve ça fou, en fait. Je trouve que c'est un grand geste d'hospitalité de prendre quelqu'un, un inconnu, vraiment quelqu'un dont on ne sait pas du tout qui ce sera. On a vaguement quelque chose de physique, enfin une intuition
au pur faciès ou de ce qu'on va, et hop, mais ensuite on décide que la personne vient. Et après, ça peut être des fois. Moi, donc j'en ai fait énormément de stop quand j'étais plus jeune, et puis j'en ai refait là pour quand je savais que même avant, à vrai dire, même avant d'avoir l'idée du livre, en repensant à tous les voyages en stop que j'avais fait, j'étais arrivé au constat que c'était une situation rêvée pour faire des interviews. Donc je l'ai refait là ces dernières années pour poser aux gens des questions sur mais des questions très intimes sur l'amour, donc j'allais dans les voitures et je leur demandais alors l'amour. Je leur disais, là je faisais vraiment comme l'autostoppeur, c'est-à-dire que je faisais du stop pour faire du stop. Je leur disais, je vais là-bas, mais je m'en fiche. Enfin, d'ailleurs, je faisais des allers-retours. Je faisais des allers-retours et je leur disais, la première fois, j'ai fait ça sur le temps qui passe. Je leur demandais un peu sur la façon dont ils vivaient le temps qui passe, le fait de vieillir, le fait qu'il fallait accepter, voilà, plein de choses, que ceux qu'on aimait partent, enfin, voilà. Et c'était vraiment, il y avait plein de conversations qui me saisissaient, quoi, ouais, j'arrivais des fois dans carrément. Le mieux, c'est quand on est avec une personne, bien sûr, en parlant. Là, les gens se dévoilent très très fort. Mais parfois, ça m'arrivait même d'être avec une famille, 2 parents et leur fille. Et ils avaient des points de vue complètement différents sur le temps qui passe. Les parents disaient, on a 60 ans, c'est là, c'est le vrai âge, le meilleur âge, c'est maintenant et tout. Enfin, on est libre, on peut vivre un peu comme on veut. Et leur fille disait non, moi je suis pas d'accord. Elle trouvait qu'ils étaient vieux. Enfin, c'était drôle. Et elle en plus, c'était intéressant parce qu'elle travaillait elle travaillait en maison de retraite. Donc elle disait moi et donc c'était impressionnant, même tout ce qui se disait entre eux et tout. J'étais là, oh là. Mais il y a d'autres fois. Donc après, je l'ai fait beaucoup sur l'amour. Alors là, c'était très 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 troublant, parce que vraiment, souvent il y avait des gens me racontaient des choses qui, je pense, on peut pas dire à ses meilleurs amis même. Enfin, je sais pas. Des fois, il y a un monsieur qui m'a raconté qu'il avait une double vie depuis longtemps, mais qu'il l'avait jamais dit à personne. Il me le disait là. Et donc j'étais là. Moi, je leur dis que je fais un reportage. Bon, bien sûr que je vais changer tous les prénoms, mais donc je prends des notes, je note tout. Mais il y a quelque chose de, même dans le fait de noter, j'ai vraiment l'impression d'être comme un psy où je sais comme si ça. Le fait que j'écrive, je suis sûr qu'il y a quelque chose de là. Alors en plus, je pense qu'il y a le fait que la voiture glisse comme ça dans le paysage. Il y a une sorte le paysage s'écoule autour de nous comme ça. Il y a une glissade. Je pense que ça appelle le flux des paroles aussi. Et le fait d'écrire aussi, je vois bien que les gens, au bout d'un, ils n'ont pas envie que le stylo s'arrête, quoi. Il y a un truc où je relance à peine. Il y a un truc souvent. Ouais, quelque chose comme ça, comme s'il me donnait à mesure pour que le stylo continue. Et il lâche des. Donc moi, j'opine, mais des fois, paf, arrive un énorme dossier quand même. Mais c'était des beaux moments. Et je pense que, en fait, moi aussi, j'essaie dans ces cas-là de dire, de parler franchement. Enfin, et c'est comme si c'était un moment de vérité, un peu que eux assez vite aussi le prennent comme une occasion d'un petit bilan, d'un petit point avec eux-mêmes. C'est vrai, tant qu'à faire, autant affronter ce moment de discussion pour de vrai, quoi. Enfin, donc il y avait ce. Moi, je trouve ça très troublant, ces situations-là. Je suis troublé aussi de voir à quel point les gens sont de milieux sociaux très très différents. Même c'est des gens avec lesquels on serait pas forcément du tout d'accord parfois politiquement, certains oui, mais je veux dire on est très surpris. Ça déjoue nos prévisions, nos idées reçues. Des fois, c'est des gens qui... Vraiment, je suis monté des fois avec des gens très, 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 très riches, vraiment très fortunés, qui étaient dans une voiture. La voix qui arrive, la voiture, je me dis, même pas la moindre chance que ça marche. Et paf, la voiture s'arrête. Et c'est quand même bluffant. Ça déjoue plein de choses. Parce qu'il y a un moment où, en fait, c'est tout d'un coup, à côté de plein de grands discours qu'on peut avoir, de plein de valeurs qu'on affiche, des discours qu'on a sur l'hospitalité et tout, là, tout d'un coup, c'est des actes. Et c'est assez troublant de voir ceux qui le font, cet acte, en fait. Donc je me disais toujours, en rentrant, j'aurais dû prendre des photos. Parce que tous ces gens-là, en fait, ils appartiennent à une grande famille, sans le savoir, sans se connaître entre eux. Une famille que la sociologie ne pourrait pas du tout voir, que les sondages politiques ne pourraient pas du tout voir, que toutes les catégories socio-professionnelles, ça, on ne verrait pas. Et pourtant, tous, ils sont liés par quelque chose. Tous, ils n'ont pas peur.
et ils ouvrent leurs portes. Et donc, voilà, je me suis dit, là, mon personnage, il va le faire, il va prendre des photos de tous et il va rêver de les rassembler tous. Donc voilà. Je m'étais dit, il faudrait qu'une fois je les invite tous, qu'on fasse à la plage, après d'Arles. Là, je me dis, on fait un grand week-end à la plage avec tous ceux qui un jour. Et je me dis, mais ce serait fou quand même, parce que c'est. Je sais pas, en fait, il faut les réunir, ces familles invisibles. Il y a plein de liens. Je me disais, mais des fois, il y a des familles. Je sais qu'il y avait des choses écrites sur les gens, par exemple, qui portent je sais pas, une greffe, par exemple, un cœur. J'en sais rien. C'est des gens, ils peuvent être très, très différents les uns des autres. Et en fait, ils ont cette chose de. C'est un truc vertigineux, en fait. Et on pourrait les. Je sais pas, je me dis, c'est incroyable, en fait. Ça, c'est pas visible, mais c'est. Voilà. Il faut faire ça aux Saintes, puisque c'est le point de rencontre des gens de la route, les Saintes Maries de la Mer. Magnifique, magnifique idée, voilà, c'est vrai. Et alors, un personnage essentiel du roman dont on n'a pas parlé, si ce n'est indirectement, c'est le paysage. Et comme la fugue, il y a à la fois ce côté métaphorique du paysage, de cet extérieur qui est là, mais en même temps, il existe aussi, et je trouve ça magnifique, il existe dans sa vraie réalité quelque part. Vous êtes à la fois, vous en servez comme d'un motif de votre livre, et à la fois on voit bien, et c'était déjà le cas, je me souviens dans Légende, quoi, il y a le paysage, le paysage tel qu'il est, c'est pas neutre pour vous. C'est quelque chose qui a énormément d'importance. Oui, en fait, moi je me disais, en fait, j'avais envie de faire un livre qui se passe en France et qu'en France, parce que j'ai écrit des fois des livres qui étaient dans d'autres, comme j'ai vécu dans d'autres endroits. Par hasard, en fait, du fait de ce vécu, j'avais fait un livre qui se passait en Afrique de l'Ouest, un autre qui se passait en Algérie. Et finalement, j'avais jamais fait un livre qui se passait. Il y avait le précédent qui se passait dans la région d'Arles. Mais en fait, j'ai envie d'essayer de faire des livres qui parlent du pays où je vis, enfin, tel que je le vois. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je vais en raconter de ces paysages ? Qu'est-ce que j'en vois ? Et en fait, le choix que j'ai fait, c'était d'être au plus près de l'expérience que je fais, moi, des paysages. Parce que je me disais, mais c'est compliqué parce que je passe pas énormément de temps non plus à contempler des paysages. J'ai une vie plutôt urbaine. Mais je me disais, mais au fond, la plupart des gens aujourd'hui, des Français aujourd'hui, eh ben, on habite en zone urbaine et on traverse ces paysages. On les traverse en voiture ou en TGV. On les fend. Et on les connaît en fait assez bien. L'air de rien, quand on regarde par la vie d'un... On sait très bien décrire le passage des saisons. On sait très bien si on quitte, si on passe la frontière et qu'on va, je sais pas, en Espagne, en Allemagne. On voit assez vite qu'en fait, on n'est plus qu'on n'est plus en France. Et donc, je me disais, mais il faudrait raconter ça, essayer de raconter cette écoute un peu flottante qu'on a du paysage et qui est quand même une écoute, en fait. Parce qu'on... Et du coup, le personnage, là, c'est vrai, l'autostoppeur, il est beaucoup il est sur l'autoroute, après, mais il est souvent en voiture. Donc, il ne s'arrête pas beaucoup. Et je me disais, mais en fait, c'est pas... nous non plus, on ne s'arrête pas tellement. On ne va pas tellement voir les sites exceptionnels et tout ce qu'on voit tout le temps. C'est les panneaux marrons. Voilà, les panneaux marrons qui annoncent les sites exceptionnels. On en voit plein tout le temps. Et on voit beaucoup aussi, malheureusement, quand même, on voit beaucoup. Enfin, je veux dire, les aires d'autoroute, on les connaît très bien. Les stations-service, on les connaît très bien. On sait parfaitement à quoi ressemble une boutique, une cafette d'aires d'autoroute. Et je me dis, mais au fond, pourquoi ça ne se passerait pas là aussi ? C'est ça c'est ça la France contemporaine. Enfin, donc j'ai essayé de raconter ça et donc cette glissade du paysage, le paysage qui défile et les saisons qui changent et après petit à petit, c'est vrai que le personnage il se dit, comme je fais du stop sans but précis, puisque je vais nulle part, je fais juste du stop pour faire du stop. Il se met à décider d'aller appeler par les noms de villes et de villages. En fait, il décide de s'orienter à la poésie des noms. Et donc, ça fait un peu ce que vous disiez de sa stratégie, une stratégie qui n'en est pas vraiment une. C'est juste c'est une autre forme d'abandon au hasard. Il va voir ce qu'il y a à Espère, à Allons, à Vien, à Aubaine, Bonne Encontre, Beau Soleil, Corps. Il va voir... il va au village de Faux, à FAUX. Alors, j'ai passé pas mal de temps à aussi aller voir tous ces villages, comme ça, à me balader. Et c'est une très belle façon de... Vraiment, moi, je l'ai fait aussi en famille, avec 2 enfants, tous les 4. Et on allait voir Suzanne, le village de Suzanne, pour voir un peu ce qu'il y avait à Suzanne. C'est dans la Marne, c'est pas tout près d'ici.
Alors, il y avait des points intermédiaires hein, quand même. On n'allait pas directement à Suzanne, mais je sais pas. En fait, on peut facilement se faire un petit itinéraire comme ça où on passe par plein d'endroits. Au village de Vers, je me souviens de Vers, Orion, Camarade. Et on est remonté comme ça. Et à Suzanne, on arrive à Suzanne qui était... Il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il y a pas du tout de... Il n'y a pas de scoop. Hein. C'est comme n'importe quel autre petit village. Il y a une église, il n'y a plus de café. Tout est... Mais on est à Suzanne. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que ça vibre. En fait, le nom du village, il suffit à... En fait, il résonne très fort. Il suffit à charger tout le village d'une aura. Et tout fait signe. Je dis aux enfants, bon, on est à Suzanne. Partez dans les rues, allez voir, allez trouver tout ce qui vous fait penser à Suzanne. Enfin, je sais pas. Et on trouve plein de choses, en fait. On trouve toujours des... Parce que après, on regarde tout avec un prisme, en fait, qui... Et ça... Ouais, on a passé des vacances franchement, plus inattendues, plus amusantes. Ça crée plein de situations. Plus que quand on est avec notre guide à aller voir tel... bon, maintenant, on a visité l'abbaye. C'est beau aussi. J'adore. C'est magnifique aussi. Mais là, tout d'un coup, on la voit aussi, l'abbaye, en fait. On la voit. Mais c'est... Et donc, il fait ça, l'autostoppeur. Il y a un passage où, je sais pas, qui parle de ça. Est-ce que je... Parce que c'est pas si innocent que ça quand même, parce qu'il y a des, c'est quand même, alors, c'est un roman qui est très romanesque aussi. Hein, c'est pas juste des errances comme ça, et quand même il se sert, ce brave garçon d'autostoppeur, il se sert de la carte de France comme d'un langage un peu. C'est pas si innocent, il n'est pas en train d'errer, enfin pas tout le temps en train d'errer. C'est-à-dire que quand il envoie aux gens qu'il aime, je suis allé de là à là à là à là. Curieusement, ça fait presque une phrase, quoi. Je suis allé d'espoir à délivrance. Il se débrouille avec ça, quoi. Et de la part d'un romancier, écrire des choses comme ça titille un peu quand même. Ça fait penser à des trucs aussi. Oui, et tout à l'heure, quand vous avez dit, il y a un personnage dont on n'a pas parlé encore, et vous avez dit le paysage. J'avais pas vu venir le paysage. C'est vrai. Et non, mais faudra qu'on parle de Marie aussi, du personnage, parce que c'est vrai qu'elle est centrale. C'est vraiment le personnage, je crois, auquel je suis le plus... Enfin, elle est, au début, c'est vrai que quand dans la situation de départ, c'est beaucoup les deux amis qui se retrouvent, mais après, c'est le personnage, je pense, Marie, qui prend le plus de place et qui devient c'est vraiment beaucoup l'histoire de Marie qui est entre ces deux, entre ces deux hommes. Alors, je lis juste, je l'ai retrouvé le passage sur les noms un des passages sur les noms des villages. Donc, sur les quelques cartes qu'il continuait d'envoyer, l'autostoppeur racontait ses projets. Voyage à l'étranger sans quitter la France. Saint-Bénin, Venise, Montréal, Porto, Grenade, le désert, Dunes. Voyage gastronomique. Tourne d'eau sur Seine, échalots, pain blanc, lentilles, gras, autruche, caille, mouton, goyave, cerisé, la bouteille, champagne. Voyage impératif. Allons, viens, cours, bulle, bois, palis, tournefort, ouste, clou, salive, soyons. Voyage anatomique. Menton, courbe, corps, ongles, hanches, oreilles, glands, seins, chatte, colonne, Saint-Genou, os, chevillé, Saint-Phal, Saint-Paul-Montpény, la motte, la grande motte. Voyage adjectif, doux, lent, vif, faux, captieux, vert, vieux, blette, bidon, brusque, joyeuse, chaude bonne. Voyage amoureux, Suzanne, Germaine, Saint-Désiré, Marguerite, Paul, la harengère, la goulafrière, Féline. Il y avait des semaines où il était d'humeur sombre, âpre les corps, l'épine, soucis, aiguille. Des semaines où au contraire la beauté du monde l'éblouissait. Belle affaire, beau soleil, beau lieu, bon son, beau regard de terrasson, allant joie, aubaine. Nous avons reçu il n'y a pas très longtemps l'auteur d'un autre des romans très réussis de la rentrée, Bruno Rémori, qui est son roman est constitué d'une série de portraits qui s'enchaînent les uns aux autres, de gens illustres, de gens, etc. Donc dans la narration, il y a énormément de gens.
Et puis, à un moment, un des épisodes qu'il raconte, puisque ça se déroule sur une longue période de temps, un des épisodes qu'il raconte, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des soldats américains. Le début du chapitre, c'est la démobilisation des soldats américains de la guerre du Pacifique qui vont traverser tous les États-Unis en bus, en train, pour retourner sur ceux auxquels ils s'intéressent, retournent sur la côte Est. Et c'est bizarre, ça m'a évoqué assez précisément ce livre, parce que, alors que jusque-là, Bruno Remori n'arrêtait pas de parler de gens, de personnes, de les nommer, de les désigner, d'un seul coup, on avait une narration où il n'y avait plus personne de désigner, il y avait les soldats, le militaire assoupi, etc., etc. Et par contre, toutes les pages étaient constellées de noms de lieux. Les lieux avaient remplacé les gens. Et il se passe de temps en temps dans votre livre, il se passe un peu des choses comme ça. On se dit que l'autostoppeur, peut-être, il cherche dans les lieux des choses qu'il n'arrive pas à mettre en place avec les gens. Bon, c'est pas... Marie est un personnage capital. Quand je m'étais noté de parler de votre côté dedans, dehors, privé, privé, public, etc., je disais que quelque part, vous étiez aussi un écrivain des marges, des zones de flou, des endroits où la situation n'est pas claire. Et Marie, comme par hasard, Marie est traductrice. C'est pas, elle est celle qui est chargée de faire passer un texte, de faire communiquer deux cultures. Et elle est aussi prise dans cette... une espèce de triangle qui n'est pas qu'amoureux entre ces deux hommes-là. Effectivement, elle est un des points pivots de ce livre, Marie. Oui, j'avais jamais pensé qu'elle était. Enfin, j'avais pensé qu'elle était traductrice, ça je sais, mais j'avais jamais pensé que. Oui, en fait, ils sont dans un. Sacha, tout est raconté de son point de vue, et lui se demande un peu ce qui va se passer. Il tombe assez vite amoureux de Marie. Et il est beaucoup dans une situation de déchiffrement. Lui, c'est beaucoup. L'autostoppeur s'en va. Marie, il attend un peu de savoir ce que va décider Marie, qui commence voilà, il y a une histoire d'amour qui commence entre eux, mais elle est encore très amoureuse de l'autostoppeur. Et donc, lui, il n'a pas beaucoup de cartes en main, quoi. Donc, il est un peu, il attend de voir. Il est condamné à regarder beaucoup autour de lui et à essayer de. Il y a des signes qui lui arrivent de l'autostoppeur, des signes qui lui arrivent de Marie aussi. Et la question, même quand lui, sa question à lui, même quand Marie, même quand il commence à vivre quelque chose avec Marie, c'est est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que c'est pas un peu parce que l'autostoppeur est parti? Enfin, à partir de quel moment elle va devenir vraiment attachée à lui, Sacha? Et Marie, elle aussi, elle est dans cette. Tous les deux sont ceux qui restent, et donc il y a des signaux qui leur arrivent. J'avais jamais pensé qu'elle était traductrice, donc effectivement, elle est effectivement celle qui, plus que les autres, peut-être, elle sait lire dans tout ça, enfin, et petit à petit prendre une décision. Ça raconte beaucoup quand même comment est-ce qu'elle passe petit à petit d'une situation qu'elle subit. Vous disiez au début, c'est vrai elle est très amoureuse de l'autostoppeur et de la liberté aussi de l'autostoppeur. C'est une liberté du coup qu'elle a elle aussi. Au début, elle est heureuse dans cette relation comme ça où tous les deux ont beaucoup de liberté. Et puis il part de plus en plus. Et il y a un moment où en fait, sa question, c'est à partir de quel moment la liberté de l'autostoppeur finit par détruire la sienne en fait, et donc comment reprendre la main, comment retrouver une forme de liberté. Mais oui, je pense que c'est elle c'est la plus forte des trois, enfin des trois personnages. C'est celle qui a le plus de courage aussi, qui sait le plus. Enfin voilà, je veux pas dire ce qui se passe, mais il y a une scène assez importante où elle est vraiment à la croisée comme ça. Elle fait ça. Et c'est vrai qu'elle est traductrice en fait. Elle sait peut-être mieux que les autres s'orienter un peu dans le courant de la vie. Voilà. Ouais. Si je veux garder le temps, à vous de me dire, si je veux garder le temps pour que vous ayez quelques questions à poser, il faudrait que j'abrège les miennes. Et du coup, il y a quelque chose qui me séduit infiniment dans votre livre, c'est la manière dont les motifs se répètent. On a parlé du motif du vide, du motif de la fugue. J'ai oublié un truc qui est très très beau justement dans la scène du jardin, du repas dans le jardin,
où en fait les circonstances font que tout en se désirant déjà, Marie et Sacha dansent ensemble, mais quelque part contre leur volonté. Et j'ai trouvé ça très beau. Il y a le désir, il y a dans le rapprochement de ces deux personnes, il y a du désir, mais pas de volonté finalement. Et j'ai trouvé ça. C'est précisément dit, puisque c'est eux qui le veulent, bon, ben, allons-y, etc. Et il y a tout un tas de choses qui reviennent. Le secret qui est à tel endroit au départ, qui va être à tel endroit à la fin, puisque le livre s'ouvre assez rapidement sur un secret. On ne saura jamais pourquoi ils se sont séparés. Mais il y a un autre secret qui est à la fin. Donc là, je ne peux vraiment pas vous dire lequel, sinon ça ruine le plaisir de la lecture. Et vous avez, il y avait le rapport au paysage aussi dans Légende que je trouvais magnifique, puisque ça parlait de l'accro, donc de la Provence quasiment, donc un territoire qui est un peu magnifié, qui est un peu fantasmé. Et vous aviez la volonté, vous vous attachiez à en montrer le côté le plus sommaire, le plus prosaïque, les zones industrielles, les champs de cailloux. Et de montrer que dans toute l'histoire, ça avait été ça. Et tous ces motifs qui n'arrêtent pas de revenir, en fait, vous les tissez vraiment avec quelque chose qui ressemble à de la grâce, quoi. Je trouve que c'est des... Et c'était, voilà, c'était c'était pas une question, en fait. Merci infiniment à vous toutes, vous tous. Hein. Merci beaucoup. Merci Joël. Merci beaucoup. Il s'agissait de Sylvain Prudhomme, auteur de Par les routes, édition Gallimard, à la librairie Ombre Blanche, samedi 30 novembre 2019. En tant qu'auteur, on lui doit aussi chez ce même éditeur Les Grands en 2014, Légende en 2016 et L'Affaire Furtif en 2018.